les entretiens des patriotes. Bonjour à tous. Yann Barthès, journaliste ou attaché de presse de Valérie Ayé. Nicole Belloubet, Afati en perruque. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Catherine Domergue, Yann Penaud, François Colna, Claire Dumay et Agnachine. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes incroyables, vous aidez la réinformation et vous savez comment faire. On lève le petit pouce, on écrit un gentil message et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Hier, je savais très bien que ma vidéo n'allait pas plaire à certaines divinités. En effet, elle n'a pas été monnayée. Quand vous abordez certains sujets, ce n'est pas possible. Bon, je le savais à l'avance, mais il y avait des informations à donner. Le numéro d'aujourd'hui, d'ailleurs, sera consacré, dans une certaine mesure, à la censure. Mais auparavant, délinquance. Plus de 9 Français sur 10 jugent que l'insécurité a progressé à travers le pays. Exclusif, nous dit le Figaro, à moins de 4 mois des Jeux Olympiques, nos concitoyens n'ont jamais autant broyé du noir. Affichant leur défiance vis-à-vis du gouvernement, 60% ont équipé leur domicile et un tiers se protègent par eux-mêmes. Au-delà des peurs et du sentiment d'insécurité, les Français sont concrètement exposés à l'insécurité, préviennent les auteurs du baromètre. Chiffre à l'appui, ils révèlent que plus d'1 sur 2, 56%, avouent en avoir souffert personnellement. Dans le détail, près de 39% déclarent avoir été harcelés ou agressés dans la rue et dans les lieux publics. Près d'un quart, 23%, a été cambriolé et 19% ont déjà été victimes d'une agression physique. Enfin, précise l'étude, ils sont près d'1 sur 10 à nous confier avoir été la cible d'un vol à l'arraché, d'un pickpocket ou d'un carjacking, 12%, ou d'une agression sexuelle, 8%. Il y a donc un chiffre à retenir, c'est celui de 56%. Mais est-ce qu'il existe d'autres pays qui connaissent un tel haut de délinquance avec un tel pourcentage ? Oui, comme le Mexique, mais c'est un pays qui est un narco-État. La France glisse de plus en plus vers ce type de pays. Et il y a pourtant 30% des Français qui font encore confiance au gouvernement. Il faut se pincer pour y croire. Moins de 3 Français sur 10 font confiance au gouvernement pour garantir la sécurité. Depuis 2012, la France a été victime de 25 attentats, faisant 273 morts et des centaines de blessés. Moins de 4 mois avant les Jeux Olympiques qui auront lieu le 26 juillet au 11 août, l'heure du verdict a sonné. 29% des Français font confiance au gouvernement pour garantir la sécurité des citoyens. Tiens, 30%, 29-30%, c'est un chiffre que l'on retrouve très souvent. Je vous en parle dans un instant. Au-delà des peurs et du sentiment d'insécurité, les Français sont concrètement exposés, justifie le baromètre. Et que font les ministres ? Que fait le gouvernement ? Pas grand-chose, vous les connaissez, ils communiquent. Non, la sécurité des Français, ce n'est pas, comment dirais-je, leur priorité. Ce qu'ils aiment, c'est la communication, c'est différent. Darmanin révèle une opération surprise anti-drogue, place nette XXL à Strasbourg. Or, elle n'aura lieu que le lendemain. La bourde XXL permet aux narcotrafiquants de faire place nette pour échapper à l'opération. On pourrait en rire si ça ne torpillait pas le travail des policiers. On se rappelle également qu'à Marseille, ils avaient voulu faire une opération place nette et que le lendemain, les vendeurs de drogue étaient revenus. Est-ce que la sécurité des Français est vraiment la priorité du gouvernement ? Exemple numéro 2, Nicole Belloubet, vous savez, celle qui ressemble à Jean-Michel Afati avec une perruque. Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, répond aux propos de Michael Paty, la sœur cadette de Samuel Paty. Pourquoi Madame Belloubet ne renonce-t-elle pas à la protection policière dont elle bénéficie en tant que ministre ? Ça serait cohérent avec son argumentaire. Les seuls responsables d'actes de violence sont les terroristes. L'État n'y peut rien, même dans le cas de menaces avérées. Vous constatez que quels que soient les dossiers, le gouvernement refuse d'assumer ses erreurs, car la réalité est toute différente. Samuel Paty a été abandonné par la hiérarchie.
Mort d'un abandon, le calvaire de Samuel Paty ressemble à tous les autres. Il a ses Judas, les élèves qui ont menti sur les réseaux sociaux, ses reniements, la prise de distance de ses collègues, sa croix à porter seul pendant des jours et cet affreux sentiment d'abandon. Mon frère est mort d'un abandon, martèle Michael Paty. Avoir conscience qu'il pouvait se passer quelque chose aurait dû emmener à minima la protection de mon frère. Il est évident qu'il aurait dû être mis en retrait, qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Pour mémoire, Samuel Paty avait été menacé de mort par des fanatiques, et tout le monde le savait. Et pourtant, la direction de son établissement l'a abandonné. La hiérarchie de l'éducation nationale l'a abandonné. Les collègues de la salle des profs l'ont abandonné. Ils étaient morts de trouille. Et Samuel Paty s'est retrouvé seul face à son destin, armé d'un marteau qu'il avait dans son sac. Arme dérisoire lorsqu'on sait ce qui s'est passé. Et j'ai envie de dire, ce marteau, c'est tout le symbole de son abandon. Alors ce gouvernement, face au chaos, face à la délinquance, face à la submersion migratoire, quelles sont les mesures qu'ils arrivent à prendre pour protéger les Français ? Eh bien, aucune. Non, ils sont abandonnés comme Samuel Paty, ou mieux, ils transforment la France en pays du tiers-monde. À 4 mois des Jeux Olympiques, avec les migrants de Paris relocalisés à Orléans. Toutes les 3 semaines, la commune d'Olivet voit débarquer d'Île-de-France un bus de personnes écartées de la capitale. Élus et associatifs tirent la sonnette d'alarme. Et oui, comme ce gouvernement est soumis aux directives européennes, vous savez qu'il n'est pas possible de contrôler nos frontières, il n'est pas possible de refouler toute cette immigration illégale, eh bien les Français sont obligés désormais de les accueillir. Peu importe que le trafic de drogue se développe, peu importe que les incidents se multiplient, vous aurez toujours des associations pour culpabiliser les élus et les habitants de petites communes qui souffrent justement de cette situation. Honte, honte, gouvernement. De toute façon, ce gouvernement ne contrôle plus rien au niveau de la délinquance. Tout fout le camp dans ce pays gouverné par des nouilles politiques. L'État est prêt à réduire les sanctions pour le trafic de drogue en prison face à la recrudescence des incidents et au manque de personnel. Et voilà, le gouvernement n'est même pas capable de maintenir l'ordre à l'intérieur de ses prisons. Et il y a quelques jours, ils ont dû protéger un commissariat avec des blindés. Je vous renvoie d'ailleurs à l'entretien consacré à ce sujet. Comment voulez-vous, dans ces conditions, protéger de simples citoyens ? Et leur bilan, eh bien, il est incarné par ce 56% des Français victimes de la délinquance. Un véritable record. Mais vous connaissez Emmanuel Macron. Il va battre ce record. Pour une raison simple, les caisses sont vides. On va sauter dans les 24 mois qui viennent. Charles Gave annonce la banqueroute de la France. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont bloquer vos comptes ? Ils vont aller chercher l'argent dans vos comptes ? Et oui, la France va devoir faire face à 285 milliards d'euros de dettes à financer. Est-ce que cela va passer ? Donc, selon Charles Gave, les marchés vont refuser de financer, entre guillemets, la dette de la France. Mais si les marchés agissent de cette manière, nous connaîtrions la pire crise financière mondiale de tous les temps. Ça serait la fin de l'euro et ça serait la fin de l'Europe. C'est peut-être pour cette raison, pour cette crainte, que l'agence de notation Fitch a annoncé qu'elle n'abaisserait pas la note de la France. Ouf, on serait sauvé, pas le moins du monde, parce que les 2 autres agences de notation, Moody's et Standard & Poor's, annoncent la volonté de dégrader la note de la France. Pour que les choses soient claires, si vous dégradez la note de la France, les marchés prennent plus de risques, donc ils vous prêtent de l'argent à un taux bien plus cher. Cela donc augmente la dette de la France. Et dans ces conditions, on revient sur ce que dit Charles Gave, eh bien les marchés risquent de ne plus vouloir financer la dette de la France. C'est pour cette raison que le gouvernement est en panique et qu'il cherche des idées pour se sortir de cette situation qu'il a lui-même créée. Bruno Le Maire nous a affirmé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Vraiment,
Le président délégué du Conseil d'analyse économique, le CAE, qui dépend du gouvernement, préconise des hausses d'impôts au vu de notre situation budgétaire. Sylvain Maillard, dégradation des finances publiques. Sylvain Maillard plaide pour un gel des retraites. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, propose de décréter une année blanche et geler l'augmentation des pensions et des prestations sociales afin d'économiser 20 milliards d'euros. Quant à Gabriel Attal, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé sa volonté de mettre en place d'ici au mois de juin des propositions pour une taxation des rentes afin de désendetter le pays. Les détenteurs d'assurance vie ou de livret A pourraient être taxés. Et comme pour la délinquance, les Français vont trinquer. Que dis-je? Ils vont payer les dettes d'Emmanuel Macron. J'ai bien dit les dettes d'Emmanuel Macron. Macron a endetté la France de centaines et de centaines de milliards, essentiellement pour se faire réélire, pour donner l'illusion d'une économie solide, qu'il était le Mozart de la finance. Souvenons-nous, pendant la période électorale 2021-2022, il nous expliquait qu'il avait redressé les comptes de la France. Et là, il envoie la note de sa campagne électorale aux Français. Et en plus, il a ruiné la France. C'est tout à fait monstrueux. Alors, quelle est la chance encore d'Emmanuel Macron pour continuer à être président? C'est l'ignorance des Français. Sa seule arme, la censure. Et le pire, c'est que tout était prévisible. On l'avait annoncé sur cette chaîne en 2021-2022. Emmanuel Macron était en train de financer sa campagne électorale, disait-on. On nous disait pas du tout, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est le Mozart de la finance. Non, c'est le Mozart de la faillite. Et j'avais aussi expliqué que le seul moyen pour qu'Emmanuel Macron se maintienne au pouvoir, c'était la censure. On y est. Cela, au moins, le mérite d'être clair. Soit vous êtes pour la guerre, soit vous vous taisez. Vive la liberté d'expression au pays des Lumières. Visiblement éteinte depuis qu'on a eu des petits soucis d'électricité. Guerre en Ukraine, Stéphane Séjourné annonce que la France proposera prochainement un régime de sanctions dédié à ceux qui soutiennent les entreprises de désinformation. Mais alors, TF1, LCU, est-ce qu'ils vont recevoir encore de l'argent public? C'est la question que je pose, on y revient dans un instant. Quant à Florian Philippot, il nous rappelle ce que je vous ai annoncé hier. Quelle honte! À l'instant, les sénateurs ont voté la loi ultra-liberticide, SREN, avec son délit d'outrage digne de la Corée du Nord. L'arbitraire pur pour faire condamner, empêcher la critique et censurer. Et oui, c'est saisissant, vous avez des médias de grand chemin dont la seule fonction est de tromper les Français, car ils ne font que propager les mensonges de Macron, je vous renvoie sur LCU. Et la loi s'attaque avant tout à la réinformation qui rétablit la vérité. C'est orwellien. Mais qui peut encore croire ces médias de grand chemin? Eh bien, pas grand monde, 30% seulement des Français. Où fait-on le plus et le moins confiance aux médias? Eh bien, en France, on est un des pays où les habitants font le moins confiance aux Français. Mais vous reconnaissez le chiffre de 30%. C'était les mêmes qui faisaient confiance au gouvernement pour lutter contre la délinquance, pour les protéger. Et lorsqu'on fait des études, vous avez toujours ces 30%. Ces 30%, ce sont les victimes de TF1, LCU, BFM et autres. Illustration avec Valérie Hayé, qui était l'invitée de Quotidien sur TF1. Nous avons adopté une loi inédite au monde. Elle s'en vante, la bougresse. L'Europe impose désormais aux géants du numérique de retirer les contenus haineux en ligne pour la première fois dans le monde. Vous remarquez que la seule chose dont elle est capable de se vanter, c'est la censure en ligne. Je rappelle que la loi française permettait de poursuivre l'injure, la diffamation, voire certains contenus haineux. Non! Ce qu'a fait l'Europe, c'est un moyen de contrôler les réseaux sociaux pour des élections ou autres. Elle se vante de la censure. C'est le seul bilan d'Emmanuel Macron. Qui la reçoit? Yann Barthès. La dernière fois que nous avons vu Yann Barthès, il était auditionné par les députés du Rassemblement national. Pour marquer son mépris, il était venu, comment dirais-je, en pyjama. Lorsqu'il reçoit un membre de la majorité, Yann Barthès met un costume et une cravate. Et oui, lorsqu'on est journaliste aux ordres, il faut bien recevoir ceux qui vous paient.
Et en effet, il a passé la brosse à reluire à Valérie Hayé. Il aurait pu lui montrer par exemple les mauvaises fréquentations de Valérie Hayé. Pustula. Cette photo devrait faire chuter massivement les scores de Madame Hayé dans les sondages. Pour ceux qui l'ignoreraient, s'il y en a encore, Pustula, président de la Commission européenne, est poursuivi par la justice pour corruption. Le parti Renaissance d'Emmanuel Macron est un soutien de Pustula. Est-ce un hasard? Certainement pas. Et puis Yann Barthès aurait pu rappeler d'autres mauvaises fréquentations de Valérie Hayé. Pascal Canfin, celui qui a écrit en quelque sorte le pacte vert qui a mis à mal nos agriculteurs. Oui, c'est un député du groupe Renaissance, un ancien écologiste. Quand on voit cette affiche, on comprend bien que Pascal Canfin est en fait le grand pilote idéologique de la liste Renaissance aux élections européennes. La liste européenne d'Emmanuel Macron est donc conduite par Pascal Canfin, un ancien donc des Verts, et non Valérie Hayé. Et pourquoi n'ont-ils pas mis justement Pascal Canfin? Parce qu'il est détesté par les agriculteurs. Yann Barthès aurait pu également rappeler ce que je vous ai dit en début de journal sur la délinquance, sur le désastre économique d'Emmanuel Macron. Non, il n'en fait rien parce que Yann Barthès, comment dirais-je, c'est ce journaliste qui vomit sa haine sur le premier parti d'opposition, le Rassemblement national, mais qui déroule le tapis rouge pour une macroniste. C'est, je crois, ce qu'on appelle un journaliste aux ordres dans un pays totalitaire. Voilà, avec de tels journalistes, les Français restent ignorants de la situation de leur pays. Mais le gouvernement fait bien pire. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui nous explique tout. Et le Sénat lui a demandé, mais pourquoi le fonds Marianne, qui était censé lutter contre le séparatisme après l'horrible égorgement de l'enseignant Samuel Paty, pourquoi le fonds Marianne a-t-il donné de l'argent à un groupe de journalistes engagés auprès d'Emmanuel Macron pour débiner et critiquer et salir des opposants politiques à Macron? Ça a fait un scandale. 60 000 euros. Ils ont reçu 60 000 euros. Alors, Rudi Reichstadt, dans l'audition au Sénat, dit oui, mais ça ne couvre que la moitié de nos financements. Nous avons pris la décision, depuis que nous avons commencé à avoir un budget, de limiter, de plafonner à 50%, en tout cas en dessous de 50%, la part du financement public dans notre budget global. Et puis le même Rudi Reichstadt sur Europe 1 en 2019, interviewé quand Europe 1 était une radio très pro-Macron à l'époque, nous dit « Non, j'ai jamais reçu de financement public. Écoutez bien. » Qui me dit que vous êtes indépendant et que vous n'êtes pas payé par le gouvernement pour affirmer que les Français adhèrent de plus en plus aux théories complotistes? Mais il n'est pas sûr que ce soit l'intérêt du gouvernement d'abord, et ensuite, ensuite c'est pas le cas. Voilà. Mais effectivement, c'est infalsifiable. Eh bien, on a découvert tout récemment, qu'ils ont touché beaucoup d'argent de la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui dépend du Premier ministre. Ils l'ont caché. Il y a eu le scandale du fonds Marianne. Au nom du séparatisme, l'État finance une association politisée de journalistes engagés. Et on apprend tout récemment que dès 2017, ils ont reçu de l'argent des services du Premier ministre. Ça veut bien dire que c'est une manipulation organisée. Et cette association de journalistes, qui sont regroupés dans un journal qui s'appelle Franc-Tireur, ils ont des complices dans les chaînes publiques et ils ont inventé des émissions qui s'appellent Vrai ou Faux, tous les samedis à 11h10 sur France Info Télé, Complorama sur France Info Radio. Et vous avez des journalistes comme Julien Pain, comme Tristan Mendès France, comme David Medioni, qui manipulent l'opinion en faisant croire qu'ils sont des fact-checkers, c'est-à-dire qu'ils vérifient la vérité. En fait, c'est une inversion accusatoire. C'est extrêmement grave. L'extrait complet dans ma description. Et oui, ce gouvernement, c'est censure et barbouzerie. Situation internationale. Israël est cloué au pilori après la mort de 7 humanitaires et la destruction de l'hôpital Al-Shifa. 3 frappes de drones ont ciblé lundi soir un convoi de l'ONG World Central Kitchen qui avait pourtant coordonné avec Tsahal, l'armée israélienne, son trajet dans le nord de la bande de Gaza.
Toute la communauté internationale est indignée jusqu'à Joe Biden, le principal soutien donc d'Israël. Il faut également noter que de très nombreux Israéliens redescendent dans la rue pour contester les dérives de leur chef d'État, Benjamin Netanyahou. Tiens, puisque je parle de dérive, la transition est toute faite, Emmanuel Macron. Penser à sa trace dans l'histoire est un signe patent de crétinerie. Christophe Guilly, à l'Élysée, Emmanuel Macron ne pense qu'à la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Ce tweet de Maxime Tandonnet a fait réagir les internautes et qui ont présenté en dessous du tweet, comment dirais-je, la trace d'Emmanuel Macron, un sous-vêtement avec... Vous imaginez quel type de trace? Oui, il faudrait peut-être réfléchir à la trace qu'Emmanuel Macron laissera dans l'histoire. Pour moi, cela risque de ressembler à cela si les Français ne se mobilisent pas contre la Macronie. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.